Donc, comment construire l'aéroport du futur? Donc Angela Gittens, qui est la directrice générale de la CE World, donc cette organisation qui est le lieu de rencontre et de réflexion sur tous les aéroports, et puis un praticien de terrain, Franck Mered, qui est le directeur général d'Orly. Les aéroports, la façon de voyager, aujourd'hui, chaque seconde, il y a 2 avions qui décollent. Dans 15 ans, il y en aura 4 par seconde. Donc on voit que le transport aérien est en train d'exploser. Les gens de plus en plus ont envie de voyager, d'aller découvrir d'autres parties du monde, de rencontrer d'autres lieux, de savoir ce qui se passe. Ça va de pair avec le commerce. Tout ça modifie le visage de notre planète. Autrefois, quand on regarde les dessins des premiers aéroports, on avait une tour de contrôle, un hangar ou plusieurs, un grand bâtiment aérogare. On rentrait, on les traversait et on accédait aux avions. Il y avait très très peu de commerce. Le premier aéroport capital qu'on a eu à Paris, il y avait 3 commerces, un restaurant, un bureau de poste, parce qu'à l'époque, voyager en avion, c'était rare et on était très fiers. Donc chaque fois qu'on prenait l'avion, on envoyait une carte postale à toute sa famille, à tous ses amis, pour bien prouver qu'on avait pris l'avion, qu'il y avait le tampon de la poste, voilà, aéroport de... Donc, ça fait le bonheur des collectionneurs de cartes postales aujourd'hui. Et un marchand de journaux et un marchand de tabac. Parce qu'à l'époque, c'était... voilà, aujourd'hui, ça a changé. Je pense que les marchands de tabac, ça a un petit peu évolué. Après, on a vu la croissance des aéroports, donc... Dans les années 60, les aéroports du futur, il y avait des places importantes pour le commerce, c'était les duty free. On voyait l'entretien des avions, tout ça se développait. Donc on commençait à voir des cités, mais des cités un peu techniques, des cités professionnelles. Hein. C'est-à-dire le passager avait finalement peu à voir avec la vie de service qui était à destination du transport. Le passager était un peu transparent dans cela. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les aéroports se déploient sur des centaines d'hectares, donc indépendamment des problèmes d'emploi. Donc si on parle d'emploi, on parle d'employés. Et donc, comment on accède à ces lieux de travail. Donc ça, c'est une facette du problème. Mais surtout, les usages ont changé. C'est-à-dire que quand on voyage, ce qu'on attend d'un aéroport, c'est pas seulement d'apporter la passerelle qui va permettre de grimper dans l'avion. Le voyage commence à partir du moment finalement où on quitte son appartement. Et donc ça change beaucoup de choses dans l'attente. Et l'aéroport est un peu cette charnière, cette plaque tournante de cette mutation. Donc la façon dont on va construire des aéroports pour répondre à ce qui peut être un pari aux demandes des générations qui arrivent ou même enfin, qui sont là mais qui vont monter en puissance, dans 5 ans certainement les désirs d'aéroports s'exprimeront encore différemment de ceux que l'on connaît aujourd'hui et qui sont déjà différents de ceux qui s'exprimaient il y a 5 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on a réuni Angela Gittens et Franck Mered. Et donc, la première question, donc ce débat se fera beaucoup en anglais, avec le français, enfin, ça va passer de l'un à l'autre. Mais la première question, c'est... Je vais l'adresser à Angela et en anglais. The passenger process is at the heart of the future evolution of airport.
what is the passenger process in this year, and where does it begin? Where does it end? Well, actually, it begins before the person leaves home to go to the airport, because with most airlines, you can print your boarding pass before you leave. You can order food. At some airports, with some restaurants, you can actually order a meal or order goods and other services before you even leave. Pretty soon, you'll be able to print your baggage tag. Actually, you won't need to print it ultimately, because it will be electronic and can receive a wireless message as to your flight and itinerary. And you can order your parking in advance and various other things. So the airport is both adjusting and anticipating a range of technological changes. One, the technology itself, but also the passengers' receptivity to technology, and even insistence on certain technological features. We did a study last year looking at the types of passengers, what they expect out of the airport, why are they traveling, and how they look at that travel. And we were able to define 6 what we call personas. And the persona, I hope that's not me doing that. And the personas could be, a person could be in more than one persona depending on why they're traveling. Some personas really just want to get through the airport. They don't care about any of these features. If they have a home airport typically that they use all the time, they don't read any of the signs, they know exactly what they want to do. The only reason they get there early is because they're not sure how long the security line is going to be. But other than that, if they could get there 5 minutes before the plane leaves, that's what they would do. Some really see the airport process as part of the experience, whether it's the shops or the restaurants or the kind of the ambiance of the place. And there's some very large international airports that have a lot of various services and features because they have a lot of those kind of personas. Some airports cater mostly to 1 or 2 types of personas, and so airports providing those kinds of passengers or accommodating those kind of passengers will be designed and operated differently. Based on what kind of passengers they have and what those passengers want. Alors je vais me tourner vers Franck. Le parcours passager dans un aéroport comme Orly. Orly, c'est déjà un aéroport d'une génération précédente, c'est le début des années 60. On se souvient des photos de l'inauguration avec le général de Gaulle. Il y avait, peu de temps après, il y a eu le paquebot France, il y a eu le Concorde. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le parcours passager dans un aéroport comme Orly? Comment on accompagne le parcours passager? Des fois, ça commence dès l'arrivée du vol précédent. Puisque vous voyez sur de plus en plus d'aéroports, l'aéroport, mais aussi les compagnies aériennes, vous venez de finir un voyage, on commence déjà à vous parler du voyage suivant que vous pourriez faire. Et le mélange du digital et du physique fait qu'on se projette assez facilement dans le voyage suivant. Donc on commence, pour un certain nombre de nos clients, à préparer le voyage suivant dès qu'on a fini le précédent. Vous sortez de l'aéroport, vous verrez plein de publicités de compagnies aériennes pour vous dire vous n'avez pas envie de retourner au soleil. On peut trouver ça à Paris, je pense qu'on peut le trouver sur d'autres villes. Les programmes de fidélité des aéroports, des compagnies vous incitent aussi à dire la prochaine fois, voilà ce qu'on pourra faire en plus pour vous. Donc
ça commence de plus en plus tôt. La digitalisation nous aide aussi, c'est-à-dire que faciliter la vie du passager, lui permettre de planifier à l'avance, ça peut être aussi l'occasion de lui permettre de faire prendre en charge son bagage dès son domicile. Sur Orly, c'est proposé à certains passagers. D'un point de vue client, c'est une expérience plus simple. On arrive sans se soucier de son bagage. On a un peu moins de stress par rapport à l'enregistrement. D'un point de vue aéroport, c'est aussi plus simple, puisque ça peut consommer un peu moins de banques d'enregistrement. Et donc ça peut être une des façons d'augmenter un petit peu la capacité d'un aéroport à infrastructure constante. C'est-à-dire, on a des évolutions qui sont gagnant-gagnant. Gagnant pour l'expérience client, c'est un enjeu. Gagnant pour l'efficience des professionnels. On est là sur les passagers et les professionnels. Et cette expérience-là, elle va tout du long du parcours du passager jusqu'à l'autre bout, puisque des aéroports, comme des compagnies, vous proposent aussi, pour vous dire, à l'arrivée, après votre voyage, après de passer par chez nous, on peut aussi vous aider à louer une voiture, à trouver un hôtel. Et donc il y a l'idée d'accompagner le passager dans son projet de voyage et dans son voyage de bout en bout. Faire prendre son bagage à l'avance, c'est déjà proposé en certains cas. Réserver son parking à l'avance, puisqu'on est aussi, les aéroports ont aussi des concurrents. Quand on sait que le client planifie de plus en plus de choses à l'avance, il ne faut pas qu'il découvre à l'aéroport son choix en matière, par exemple, de parking. C'est très en amont qu'il va pouvoir choisir sa solution de transport pour venir à l'aéroport. Est-ce qu'il va le faire en transport en commun, avec sa voiture? Et quelle est la solution qui lui va le mieux? Et finalement, souvent, l'acte d'achat se fera même en amont. Donc il faut l'avoir sur le digital, ce qui rejoint tout ce que les aéroports ont en site internet, application web. Les apps sont un outil indispensable du parcours client aujourd'hui. Et puis à l'intérieur de l'aéroport, il y a tout ce qui est temps d'attente, qui est un gros souci pour nous aujourd'hui. Concilier ça entre infrastructure, réglementation, que ce soit en sûreté, for security, but also for border, les contrôles de police. Et sur ces points-là, un des enjeux majeurs, c'est aussi tout ce qui est digitalisation, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut tout à fait techniquement le maîtrise. On prend la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale peut servir à l'enregistrement, au contrôle documentaire pour déposer son bagage, à la sûreté, au passage de la frontière police. Il y a des bouts qui existent sur certains aéroports. L'avenir, c'est de l'avoir de bout en bout. Mais des bouts existent déjà. Il y a des aéroports, vous avez le pré-check, on passe le contrôle de police en présentant son passeport de manière autonome, mais demain, on sait le faire aussi en reconnaissant à nouveau le visage du passager. Les problèmes de sécurité et de sûreté sont au cœur de la conception ou de la transformation des aéroports à l'avenir. Donc comment intégrer ça? Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui impactait directement les passagers, c'est le temps dans les contrôles. Et on a tous des expériences pénibles au moment où il y a des grands départs de queue où on arrive en avance et à la fin on se dit mais est-ce qu'on va rater son avion, ce qui est insupportable. Comment on intègre, Angela, ces problèmes de sûreté, sécurité dans la conception des aéroports à venir? I think what you're going to see, and we work with our airline counterpart, IATA, on a program called Smart Security, where we're helping airports around the world pilot various processes, equipments, procedures, trying to get things on a more risk-based system. But I think what you're going to see as technology helps us, and we are able to integrate intelligence and technology together, is a smoother process. So as he was mentioning, you're going to see more biometric identifiers where you make that the match between the individual and the individual that's standing before you and their authentication. You make that match at one point, and it's a biometric system from there on in. So you don't have to keep taking out your passport, your boarding pass, all of these
all of these identifiers and entry passes, if you will. There'll also be more standoff sensors and monitors, so as to reduce the need for queuing. Queuing is in and of itself a security problem. We've seen both on airports and off airports that crowds are a target now of kind of the bad guys. So we would like to eliminate or certainly reduce the amount of queuing, particularly before there's a security process. And to do that requires both the use of technology for sensing contraband, but also for identifying that this is the person that's being allowed to travel. And it will also require more sharing of information between government, airport, airline, without giving up any of the privacy, just kind of sharing the results. Yes, this is the person, this person is allowed to get to this point, this person is valid to get on my airplane. In the future, and it's not going to be that far away, in the future that can be done seamlessly so that the passenger doesn't have to keep lining up in different places. And so the airport doesn't have to keep building more and more space for all of this queuing that's taking place. One of the big issues in airport design is what's going to be the requirement by all of these different regulators, the border controls, the security people, the airlines. What are they going to require, and how much space does taking care of that requirement going to be, and where is it going to be? Is the checkpoint going to be at the entrance to the building? Is it going to be at the entrance to airside, which for most airports is where it is? So in designing airports these days, you have to be very flexible. You have to design facilities that can change with changes in requirements and changes in passenger taste, as you've mentioned. Alors Franck, Orly avec Roissy, c'est ce qui permet de relier Paris, donc la capitale de la France, au reste du monde. Donc c'est un équilibre très important. On a vu qu'Orly avait été conçu dans les années 50, ouvert dans les années 60. Il s'est transformé. Ces transformations ont été successives, parfois très cohérentes, d'autres fois un peu moins. Et quand on a à faire face à des problèmes de sécurité, de sûreté aujourd'hui, il faut que ce soit homogène sur l'ensemble de la plateforme. Comment on prend en compte ces problèmes sur un aéroport de type Orly, donc qui va jouer un rôle important encore dans la relation de Paris avec le monde, et qui a été conçu à une époque où les exigences d'aujourd'hui, celles que vient de décrire Angela, n'existaient pas. On a réussi à intégrer les nouvelles exigences de sûreté au cours des 50 dernières années dans les murs. Et là, on arrive à la limite de l'exercice. C'est-à-dire que dans les murs, si on prend le hall 2 d'Orly Ouest, la zone de contrôle de sûreté occupe une surface plus grande que la salle d'embarquement. Ça s'est fait au détriment des autres surfaces. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on crée de nouvelles surfaces avec des poteaux les plus espacés possibles, le moins de changements de niveau pour avoir quelque chose de flexible. Si c'est la sûreté qui augmente de 30% en surface et que l'enregistrement des passagers diminue de 30%, on est sur un même niveau, il n'y a pas de point de blocage qui nous limite pour faire évoluer l'infrastructure. Donc un aéroport doit être flexible, le moins de points durs possible, pour, selon les process, au fil des décennies, donner plus ou moins de surface à l'une ou l'autre. Et ce que l'on fait sur un aéroport comme le nôtre, c'est qu'on crée des zones de respiration, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple un bâtiment qui relie deux terminaux historiques, Orly Sud 1961, Orly Ouest 1971.
en 2019, on ouvre un bâtiment au centre, mais qui accueillera les contrôles de sûreté, pas simplement du nouveau bâtiment, mais d'une partie de l'ancien. Et c'est ce qu'on voit sur de plus en plus d'aéroports, c'est d'avoir des points nodaux pour passer les contrôles, où là, on fait de très grandes surfaces flexibles. Il faut en même temps s'assurer que le client ne va pas marcher plus, donc il faut trouver d'autres moyens de le compenser. Et donc sur un aéroport comme le nôtre, le nouveau bâtiment allègera les autres pour les zones de contrôle, il prendra du trafic des autres terminaux, ça va libérer de la place dans les autres terminaux, ce qui donnera plus de place pour développer, avoir de la réserve pour les contrôles et également pour les services. Donc avoir des surfaces flexibles et au bout d'un moment, étendre les bâtiments. Un aéroport et des terminaux, souvent ça peut vivre 50 ans et plus, puisque Orly Sud, 61, et on arrive encore à le faire fonctionner. Nos prédécesseurs avaient pensé à ne pas mettre trop de poteaux, et maintenant on a besoin d'agrandir et de pousser les murs. On est dans cette étape-là. Alors, vous avez parlé, Angela, des data, le partage des données. On voit sur les problèmes de sécurité et de sûreté, c'est quelque chose d'important. Dans toute l'aspiration, le parcours passager, les données vont être quelque chose de fondamental. Comment partager les données, jusqu'à quel point on peut le faire, comment ça fait partie de l'offre. Il y a de la concurrence, quand on crée des données, on crée de la valeur. Est-ce que cette valeur, elle vous appartient ou pas? Enfin, tout ça, c'est des problèmes extrêmement compliqués qui ont à voir, chaque aéroport est connecté avec les autres. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir un aéroport qui dit mais moi j'ai mon sujet tout seul et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Donc comment à l'ACI vous envisagez ce problème des data et le partage des data? Well, there's a couple of ways. We have developed a protocol. The acronym for it is ACRIS, which has also been adopted by IATA. And that allows each player to set up their own systems using some standard structures, which would then permit them to talk to each other. So the airport's not getting the airline's data. The ground operator is not getting the government's data. They're just able to share the results so that the processes can be integrated. There's also the blockchain technology, which permits basically the same thing in a more sophisticated way, so that each party along the way, along the passenger journey, has the information it needs, or its system has the information it needs. I don't necessarily know the passenger's name if I don't need that. I just need to know that this passenger is allowed to do this. This passenger's bag has arrived or has not arrived. So each party needs certain information in order to do their part. They don't need the information from the other parties. This really makes a big difference when you have an irregular operation, which are occurring more and more between weather. Airlines now schedule up to the maximum. They have very little give in their system. So anytime one little thing goes wrong, it backs up the airline, then it backs up the airport, and trying to recover from those irregular operations requires that kind of sharing of data. If only one party knows that there's a problem, but it's going to require a change in the staffing and hours of the government, of the restaurants, of the shops, of the taxis, of the buses, you can wind up with a big mess if you're not able to get the information from the party the one party that has it.
and rather than everyone trying to make phone calls to everyone else, these systems or these protocols, ACRIS, and use of blockchain technology is going to make that a lot easier process. Franck, Orly, comment vous abordez ce problème du partage des datas? Je dirais qu'il y a deux types de données. Il y a la donnée qui n'est pas utilisée pour discuter, dialoguer et fidéliser un client. C'est toutes les données qui permettent en fait de faire partir le client à l'heure, dans de bonnes conditions. Et ça, on le retrouve notamment avec des systèmes type le CDM, Collaborative Decision Making, qu'on a sur de nombreux aéroports, où on partage toutes les données sur « je sais qu'il va manquer des passagers, que l'avion va être en retard, donc l'avion va rester plus longtemps sur son point de parking, donc il faut prévoir une autre solution, l'assistant doit le prendre en compte ». Ce partage d'informations crée de la valeur pour tous les professionnels. Si on sait prévoir l'heure réelle de départ d'un avion, les causes éventuelles de son retard, toute la chaîne va pouvoir s'organiser, l'anticiper, et en plus on va minimiser son retard. Ça crée aussi de la capacité. On parlait de comment se développer. Maîtriser l'heure réelle de départ du passager dans son avion avec son bagage. On a intérêt à partager cette information. On le fait aujourd'hui. Ça va jusqu'aux opérations de dégivrage, par exemple. Sur Orly, le dégivrage est ouvert à la concurrence. On a mis en commun un système de traçabilité du dégivrage pour que les assistants en escale nous donnent à tous une visibilité sur quand est-ce que les avions seront prêts, quand est-ce qu'ils vont pouvoir partir. Et derrière, c'est tout l'enchaînement des vols qui nous permet de prévoir qu'à la fin de la journée, la ponctualité sera au rendez-vous. Sur Orly, où on a un couvre-feu, la ponctualité est un enjeu encore plus fort. Il faut que les avions basés soient rentrés à l'heure. Donc ça, ce partage de données, il est extrêmement fort. Savoir qu'un passager n'a même pas passé les contrôles de sûreté alors que l'avion doit partir dans 5 minutes, c'est clair, la compagnie, à ce moment-là, partira, je pense, sans le passager. Ce partage d'informations lui permet, au profit des 350 autres passagers qui sont à bord, il vaut mieux que 350 passagers partent à l'heure que 351 partent tous avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Ce partage de données, il fonctionne de mieux en mieux parce qu'on a un intérêt commun, créateur de... La compagnie, c'est sa ponctualité, c'est la productivité de ses machines, l'assistance, c'est la productivité de ses équipes, l'aéroport, c'est la productivité de l'infrastructure. Donc là, on le partage volontiers. Il faut créer les outils, les formats qui vont bien. Ce partage-là ne va pas aujourd'hui jusqu'à des services régaliens comme la police, mais comme le disait Angela, on n'a pas besoin de connaître tout sur le passager, on a besoin d'une partie de l'information. C'est important de savoir s'il a passé la police ou pas, s'il sera autorisé à la passer ou pas. Après, les raisons pour lesquelles il n'est pas autorisé, ça ne nous intéresse pas. Garder la donnée au-delà de quelques heures, ça ne nous intéresse pas sur un sujet individuel, alors que la police va vouloir le garder sur des décennies. Donc le partage de données pour faire partir le client à l'heure avec son bagage dans son avion, c'est un enjeu commun. Il y a un autre enjeu qui, lui, est plus compliqué, c'est ce qui est dans la relation client, la connaissance très qualifiée de bases de données sur des personnes, qui est aussi créateur de valeur pour tous ceux qui connaissent, enfin toute personne qui est dans le business, bien connaître un client, ça a une grande valeur. Et donc là, c'est un autre sujet qu'on peut retrouver à travers des programmes de fidélité, les applications qu'on télécharge et autres. Et là, chacun doit doit donner le meilleur de lui-même, défendre ses intérêts, mais aussi trouver des synergies. Il vaut mieux se mettre à plusieurs pour avoir une base de données plus importante et plus qualifiée et que chacun ait un juste retour. Donc on a aussi des accords avec des compagnies aériennes où on partage la donnée très qualifiée avec l'accord du client pour rendre un meilleur service au client et chacun récupère une partie de cette valeur. Mais alors comment ça va s'articuler avec les différents acteurs? La question, on le pose à tous les deux. Donc, on voit l'aéroport, donc qui est une sorte d'entonnoir. Hein. C'est un lieu de passage obligé. Il y a les compagnies aériennes. Il y a les transporteurs au sol, hein, qui ne sont pas des compagnies aériennes, qui sont le rail, des bus, des métros. Il y a toutes les données
autour des clients qui vont aller dans les boutiques, et ça va être d'une autre nature. À un moment, l'efficacité, on l'a vu dans la présentation de la start-up, c'est-à-dire quand on est passager, on a envie pas avoir de soucis, d'avoir le maximum de facilité. Ça a un coût, dont on se rend peut-être plus compte de la valeur d'une part, quand on est dans un univers concurrentiel ou quand on est dans des univers autoritaires, voire totalitaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets induits sur ces données. Comment vous prenez en compte cette dimension qui est vraiment une des grandes questions de notre époque? Et vous êtes en première ligne. Angela? Well, there are big generational differences in how that's regarded by the passenger. So you have the millennials, which is the largest generation, and I think in Europe it's about half the travelers now. And certainly that will be the growing number, a proportion of the passenger population. And that's a group that tends to be pretty comfortable in sharing their personal information if it's an exchange for more service, better service. And so there's a lot more potential for that B2C relationship between the airport and those passengers. Then there's passengers that zealously want to guard their information, do not want to be bombarded with your information, or don't tell me anything, leave me alone, or I haven't even connected, so you can't tell me anything. And the airport has to be prepared to deal with that full range of travel. And what we find interesting, because we have a passenger survey, the airport service quality program, which tells us what passengers like and don't like and what's important to them and how they rate airports. But even the millennials who do like their machines and do get a lot of information therefrom and are willing to provide information, they still care about having courteous and helpful human beings service them. Could be courteous and helpful robots, I suppose, but they do care about people. So they may not need to talk to people very much, but when they do, they want them to be courteous and helpful. And obviously you have a portion of the population, about 20% passenger population, about 20%, that really want hands-on service. They don't appreciate self-service. They see that as no service. And they want to be taken care of. So airports need to be prepared to deal with that range of the passenger population. Franck? Je pense que tous ceux qui peuvent avoir des idées pour améliorer le service aux clients, que ce soit compagnie, aéroport, start-up, développent et développeront des applications, des services qui vont capter de la donnée individuelle, mais ils vont pouvoir la capter parce qu'ils rendent un service en échange. Et donc on a ce foisonnement d'idées, de solutions. Une partie disparaît, meurt, parce que finalement le produit n'est pas bon. Une partie reste. Je pense qu'on ne doit pas être malthusien. En laissant foisonner, en ayant l'offre la plus large possible, c'est ce qui donnera le meilleur service aux clients. Et au final, le gâteau à se partager sera plus gros. Et donc chacun peut y trouver son intérêt. Et ce qu'on a lancé comme opération avec PlayU Airport cette semaine, c'est pour les 6 prochains mois, on a un site internet ouvert au monde pour permettre aux passagers de dire c'est quoi leur rêve, qu'est-ce qu'ils attendent d'un aéroport, aux startups c'est quoi leurs meilleures idées sur le sujet, aux professionnels quelles sont leurs meilleures idées, et ce sera créateur de valeur. Donc, la première priorité c'est de créer un maximum de valeur pour le client et pour toutes les parties prenantes, et s'il y en a vraiment beaucoup de valeur créée, on arrivera bien à se la partager. Alors il y a un point
dans cette évolution des aéroports, et c'est un des débats qu'on va avoir cet après-midi sur les aéroports urbains, c'est-à-dire la question de la relation entre l'aéroport et la ville. Quand dans un aéroport comme Orly, mais la question, elle vaut pour le regard de la CI sur le monde, comment l'aéroport, longtemps, ça a été un univers autonome, qui était peu connecté finalement avec son environnement immédiat. Enfin, l'importance du lieu était peu connectée avec le territoire sur lequel il était. Le Bourget, puis Orly, puis Roissy, c'était l'aéroport de Paris. Donc le lien d'importance se fait à Paris. On le voit dans la façon dont les transports ont été mis en place. Effectivement, l'important, c'est Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on conçoit un aéroport, on se dit le territoire environnement, il doit profiter du plus de l'aéroport, et comment? Donc la question, elle est posée d'abord à Angela. Well, it really varies very much around the world. In some countries, and let's talk about where they're developing airports, because in much of the world, much of the Western world, the airports are where they are, and the cities and the communities have grown up around the airport. But in the emerging world, we've seen a couple of different approaches to this. We've seen in China where they'll put an airport where they think the airport needs to be and move people around and, and really not pay that much attention to kind of the legacy community. We see in India it's quite different, where where the legacy community is very involved in how that airport is designed, developed, and ultimately operated. I think best practice is to know the community, to have that relationship, no matter who the owner is, whether it's the country, the main city, or the community. The airport is a neighbor in that community, is usually the largest employer in that community. So makes a big difference economically, as well as some of the adverse effects of airports like noise and impact on air and water quality. Best practice is to involve the community, or at least the leadership of the community, in the design, to try to establish the links so that people in the community kind of get first choice on jobs. We saw in India, in Hyderabad, which was a greenfield airport, that they actually set up training programs. While the airport was being built, they set up training programs so that people in the community could qualify for jobs in the airport. And I think that's really the way to go. The airport is indeed an integral part of a neighborhood and should act that way from the very beginning. Alors, Franck, Orly, et c'est la question, après vous pourrez poser des questions. Orly, est-ce que la vocation c'est de rendre Orly de plus en plus inodore par rapport à son environnement, c'est-à-dire que finalement les nuisances d'un aéroport arrivent à disparaître, ou est-ce que c'est au contraire de faire que les gens considèrent que l'aéroport c'est un lieu de vie du territoire dont ils profitent, dont c'est un rendez-vous? Le territoire est une partie prenante majeure pour un aéroport, parce qu'un aéroport est sans cesse en transformation. Pour s'adapter, on doit le restructurer, le rénover. On doit rénover une piste, nous, cet été. Ça veut dire qu'on va fermer une piste, mais qu'on va en utiliser une autre de manière inhabituelle, donc on va générer des nuisances inhabituelles. On a tout le temps des interactions avec notre environnement. Donc cette partie prenante, si on veut pouvoir faire évoluer l'aéroport et aussi vite que les professionnels et les clients en ont besoin, il faut avoir une relation de confiance avec le territoire. En introduction ce matin,
Augustin de Romanet, je crois, rappelait que la troisième piste à Issereau était en discussion depuis 1947. Et on ne sait pas exactement la date de début des travaux de la troisième piste. Si on a une relation de confiance et forte avec son territoire, quand il y a des projets importants, on sait les co-construire et les faire à la bonne vitesse. Un aéroport, ce n'est pas non plus un site industriel où on pourrait se dire finalement les coûts ne sont plus les bons, je vais déménager. Un aéroport, c'est lié à un territoire, c'est fait pour connecter un territoire. Donc on ne se projette pas pour je peux faire un coup, mais dans 10 ans, on ira implanter notre outil de production, on va le délocaliser. Il est lié au territoire. Donc l'avenir de l'aéroport, c'est l'avenir du territoire. Et pour le développer, il faut que les territoires se disent on est ensemble. Donc on est ensemble. Quelques exemples. C'est quand on a des travaux, on a mis des clauses d'insertion. Les entreprises qui font des travaux pour nous sont obligées de prendre des personnes qui ont été écartées de l'emploi et de les recruter sur le bassin d'emploi local. Ça, c'est quelque chose qui est une priorité majeure pour notre territoire, ceux qui sont autour de nous, l'emploi. Il y a du chômage en France, mais ce n'est pas le seul pays où il y en a. Donc aider à résorber le chômage. Beaucoup d'acteurs du territoire sont investis dans la formation. On travaille ensemble sur quels sont les métiers de demain. C'est gagnant-gagnant, puisque les entreprises aéroportuaires, au sens large, il y a des métiers qui vont se développer, il y en a qui vont s'automatiser, qui vont disparaître. Il faut qu'on soit prospectif, qu'on anticipe, qu'on ait les collaborateurs de demain, et en face, si le territoire sait les former, chacun y trouve son compte. Un autre exemple, aujourd'hui, on est convaincu collectivement, y compris les territoires, que l'innovation, c'est les métiers de demain, c'est l'économie de demain. Un aéroport, quand on a la chance sur un aéroport comme le nôtre d'avoir 30 millions de passagers qui nous traversent, qui nous fréquentent, dont un bon tiers pour des motifs professionnels, c'est l'occasion d'organiser des rencontres avec des startups du territoire. Et donc on a mis en place depuis maintenant près de 3 ans, on sélectionne avec le territoire, au sens large, ceux qui sont autour de nous, leurs meilleures startups et on leur permet de pitcher en salle d'embarquement aux horaires où il y a le plus de professionnels. Et les retours qu'on a, c'est qu'ils font plus de contacts que dans des salons professionnels. Donc ça, c'est de l'interaction avec le territoire. Le territoire, c'est aussi... l'aéroport peut, pour le territoire, et doit être aussi un lieu de vie. Il y a des services, des commerces, où l'offre, la taille critique du territoire ne permet pas d'avoir certaines offres. L'aéroport, avec sa clientèle, permet de l'avoir. On a eu sur Orly le premier Nespresso en aéroport, parce qu'il y avait beaucoup de passagers correspondant à ce profil-là. Mais il se trouve que maintenant, il y a des gens du territoire à côté, quand ils ont envie d'avoir leur capsule Nespresso avec le service client qui va avec, ils le commandent en digital, ils passent le prendre à l'aéroport. L'aéroport leur apporte une facilité. Donc ça, on a un partenariat avec les Inrock pour organiser des concerts et permettre à de jeunes talents de se faire connaître. On n'est pas les seuls à le faire, 2 aéroports le font. On développe une offre qui surprend, qui étonne le passager et qui lui fait plaisir, parce que la génération Z d'aujourd'hui, elle attend à la fois du facile, mais aussi de quelque chose qui l'étonne et d'agréable. Avoir des concerts, c'est un plus pour nos clients, c'est un plus pour le territoire, parce qu'il n'y aurait pas forcément cette scène-là juste à côté, ça vient en plus. Donc toutes ces offres, on est convaincu que le côté ville des aéroports, donc Landside, qui est ouvert aussi au public, prendra de plus en plus d'importance. Il faut que le côté le plus technique soit le plus digitalisé, simplifié possible. L'objectif, c'est que demain, les surfaces gigantesques de files permettant d'organiser des files d'attente pour les contrôles, l'objectif, c'est de les faire disparaître, mais d'avoir un lieu de vie où ceux qui veulent avoir une expérience agréable ont une expérience exceptionnelle, qu'ils soient passagers ou qu'ils soient riverains. Donc, c'est cette symbiose qui peut nous permettre de prévoir l'avenir. Et moi, j'en parle avec d'autant plus de passion qu'actuellement, pour faire nos travaux, on fait des réunions publiques dans les communes pour expliquer pourquoi on fait ces travaux, pour répondre aux questions sur le développement du transport aérien, l'impact en matière de nuisances sonores, mais aussi comment est-ce que nous, on comprend ce territoire et on cherche en matière de développement durable à l'intégrer complètement dans nos projets. Nos travaux vont nous coûter beaucoup plus cher parce qu'on les fait sur une durée beaucoup plus courte, mais tout le monde s'y retrouve, les compagnies parce qu'on perturbe leur programme moins longtemps,
les riverains parce qu'on va les gêner moins longtemps du fait de ces travaux. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux amis sur ces problèmes d'aéroports du futur, de data, d'environnement? Écoutez, si... Ah, monsieur, alors, micro. Monsieur Penred, Michel Caron, Axeline, consultant. Il y a deux types d'aéroports en fait. Historiquement, le modèle Hub and Spoke qui nous vient des États-Unis, des compagnies traditionnelles américaines, et il a donné naissance effectivement à des plateformes qui opèrent des hubs. Qui sont traditionnels. Ça, c'est le modèle des années 70-80. Plus récemment, les low cost donc, sont arrivés avec un modèle au début point-to-point. Et donc, elles recherchent effectivement des plateformes simples à opérer à coût minimal. Et la troisième évolution qui se profile très rapidement, c'est les low cost opérant vraisemblablement des connexions entre des vols moyens courriers et des vols longs courriers qui pourraient être opérés par leur propre flotte ou par des compagnies partenaires. Donc la notion de hub transposée dans le low cost. Donc historiquement, on a eu des aéroports qui répondaient à un modèle économique, à un business model des compagnies. On a vu apparaître, ou plus précisément se reconvertir des plateformes et se spécialiser dans le low cost. Donc j'ai deux questions en fait. Une plus générale, est-ce que le modèle d'aéroport ne devrait pas anticiper et s'adapter au business model des compagnies? Et à ce titre, devrait-on avoir soit une spécialisation des types de plateformes, d'un côté des plateformes opérant des hubs, c'est compliqué d'opérer un hub, c'est coûteux, c'est pas forcément adapté à la structure de coût d'une compagnie low cost. À l'inverse, en face, des plateformes opérant exclusivement des vols loisirs point-to-point, moins coûteux, extrêmement efficientes, ou à l'inverse, doit-on tout de suite commencer à réfléchir à un aéroport qui soit polyvalent et qui permette d'opérer sur la même plateforme, soit par des terminaux dédiés, soit par un terminal extrêmement flexible, dont vous aviez esquissé un peu quelques traits tout à l'heure, des vols point-to-point à faible coût pour l'opérateur, ou effectivement des interconnexions intra-compagnie ou entre compagnies partenaires. Et la deuxième volet de la question, c'est quelle est la politique d'ADP par rapport à ça, où clairement CDG est un hub et Orly est aujourd'hui un aéroport point-to-point qui est de plus en plus orienté low cost. Qui veut répondre? Angela, tout d'abord, et puis après une partie spécifique. Okay, I'll start. That is the dilemma for airport managers, and I'll give you a couple of examples. Kuala Lumpur built a so-called low-cost terminal specifically for AirAsia, pretty much to their specifications. They didn't want baggage handling. You know, there's a lot of things they didn't want because they had a particular business model. By the time that airport, that terminal opened, AirAsia had changed its business model. They had to tear down that terminal and then build another terminal. So when it comes to infrastructure, which can't fly away and go do something else, one, you have to try to be flexible, but you also have to examine your market potential. And you certainly need to try to accommodate your business partners, the airlines, but you kind of have to look past what they're asking you for, because they can change on a dime and you can't. And there's no one to pay for that. There's no one to pay for that lost infrastructure. So you kind of have to have a vision yourself, and I'm going to let him answer because I suspect they have a vision. You kind of have to have a vision for your own market, and then try to market that vision to some extent. It goes both ways. So
you know, if you're a Parisian airport, it's quite different if you're the airport for some, you know, small regional area, in terms of how much you feel you can really articulate a vision and then go out and market for it. Franck? Je suis d'accord à 100%, et c'est normal, je fais partie de la CI. À mon sens, il ne faut surtout pas basculer dans des modèles totalement spécialisés, puisque une compagnie peut changer de modèle économique beaucoup plus rapidement qu'un aéroport ne peut construire un terminal. Le bâtiment qu'on a fait entre Orly Sud et Orly Ouest, on a fait une enquête publique, ça s'est déroulé quasiment sur 1 an. On ne le fait pas au moment des périodes électorales. Il y a des contraintes. Une compagnie peut dire, je décide, je ne vais pas donner de nom, mais je connais une low cost il y a quelques semaines, qui fait partie d'un grand groupe. Ils ont annoncé qu'ils pouvaient faire maintenant des code share, des correspondances avec la partie legacy de leur groupe. Donc développer de la correspondance. Au maximum, c'est quelques mois, je pense, 1 an peut-être de développement IT pour gérer ces correspondances. Vu d'un aéroport, si on fait un endroit, un terminal low cost, 100% point-to-point, à l'autre bout quelque chose qui est totalement incompatible, et qu'on se dit qu'il faudrait un nouveau terminal, rien que sur les procédures dans des pays comme en Europe, ça peut nous prendre 5-6 ans. Donc dire à une compagnie qui se dit, pour soutenir ma performance et ma viabilité, j'ai besoin de faire bouger mon modèle dans les 12 mois, et nous dire ok, je vous répondrai dans 5 ans, elle nous répondra j'ai le temps de mourir 3 fois avant que vous ayez fait les travaux. Donc on doit avoir des installations flexibles. Moi j'ai le souvenir il n'y a pas si longtemps de compagnies qui ont fusionné, qui étaient dans 2 terminaux différents, avec des types avions différents. Ils m'ont dit bon, c'est confidentiel, Franck, dans 8 mois on va annoncer, on fusionne, on rapproche tout ça. Bon, il faut que dans 8 mois les avions qui étaient la flexibilité, les modèles qui étaient à un endroit et pas à l'autre, on avait 8 mois pour résoudre ça. Donc la conclusion, c'est qu'il faut avoir des aéroports qui ont de la flexibilité. Flexibilité ne veut pas dire je sais gérer de 0 à 70% de taux de correspondance. Mais il faut savoir gérer de la correspondance à partir d'une certaine taille. Et on voit qu'un certain nombre de low cost considèrent que ça peut faire partie de leur business model. Il y a des compagnies low cost qui nous disaient jamais plus gros que tel type avion, et puis finalement ils ont commandé plus gros que tel type avion. Donc la flexibilité parking avion, c'est aussi des sujets qu'on doit savoir maîtriser. Et le taux de correspondance, il peut aussi, quand on a la chance d'avoir une zone de chalandise, Paris a un marché local important. Donc que ce soit Orly ou Charles de Gaulle, on doit savoir rendre un bon service en point-to-point. Ça c'est... Et on doit par ailleurs savoir faire de la correspondance. Après, le taux de correspondance, il y a un hub majeur à Paris-Charles de Gaulle, il doit aller au-delà sur cet axe-là. Sur Orly, on joue plus sur le point-to-point, mais les deux, on doit garder de la flexibilité parce que les compagnies ont le droit nos clients ont le droit de changer et ils sont capables de changer beaucoup plus vite que des infrastructures. Donc l'infrastructure doit être flexible. Et moi, les travaux qu'on fait sur Orly, on a prévu dès le départ, donc on a lancé le projet il y a plus de 5 ans sur le bâtiment de jonction, des circuits de correspondance. En se disant ce sera peut-être de la vraie connexion, ce sera peut-être du self-connecting. Il y a déjà plein de self-connecting. Le client tout seul, même si la compagnie ne l'organise pas du tout, s'achète 2 billets d'avion. Et moi je voyais il y a déjà des années des passagers alors on le reconnaît au tag bagage ou d'une compagnie à l'autre, passer d'un terminal à l'autre, c'était pas des correspondances, mais c'était des clients en correspondance. Donc on doit avoir de la flexibilité et on doit savoir bien gérer du point-to-point et du hub. Et les exigences de performance, d'efficacité d'une low cost, les legacy demandent la même chose aujourd'hui, puisque si on a trouvé un moyen d'embarquer plus vite, de faire du self-boarding, de simplifier l'enregistrement, on a testé du pré-boarding, c'est des choses qu'on a commencé souvent avec des low cost, mais qu'ensuite on a étendu au legacy, parce que si on arrive à rendre de la performance et du service client, la frontière entre low cost et legacy sur le process s'estompe. Voilà, merci.